Et du coup, ce que je veux faire ce soir, c'est vous faire une petite présentation très vulgarisée de ce que j'ai fait pendant mes 6 mois de stage de fin de master, donc ces 6 derniers mois, d'avril à septembre, dans une entreprise. Donc, j'ai pas gardé la trace de l'entreprise, mais c'est une boîte qui fait de la médecine de précision, de la recherche. Et j'aimerais bien vous parler un peu du contexte, de ce que j'ai pu réaliser, de mes résultats, et comme ça, j'essaierai de faire ça rapidement, comme ça on peut après faire des questions-réponses autour de soit l'intelligence artificielle, soit le cancer du poumon, soit la médecine de précision en général, selon ce qui vous intrigue. Et du coup, sans plus attendre, la médecine de précision, pour ceux qui ne... Enfin, je pense que vous avez déjà entendu ce terme dans les médias, mais pour essayer de redéfinir un petit peu ce que c'est l'idée... Est-ce que vous voyez mon curseur aussi? Ça serait plutôt pratique. Oui, parfait. Euh, du coup, la médecine de précision, c'est l'idée de regarder un maximum de caractéristiques d'un patient. Donc ici, par exemple, on va avoir des données cliniques. Les données cliniques, ça peut être l'âge, le poids, la taille. Des données génomiques, donc ça, c'est tout ce qui va être tiré de l'ADN. Je vais pas tous les faire, hein, mais et les données radiomix, c'est tout ce qui peut être tiré des images médicales, des examens médicaux, IRM, scanner, ultrasons, etc. Digital pathology, c'est des prises de sang numérisées, etc. On va regarder un maximum de variables du patient et on va en faire des modèles de prédiction, des réseaux de neurones, des effets, enfin des modèles causaux euh, de ces variables avec des maladies. Euh, et le but de ces modèles, ça peut être des choses très diverses. Ça va être de fournir des insights, des intuitions, des pistes à explorer pour, par exemple, détecter plus tôt une maladie, poser un diagnostic, prédire l'évolution d'une maladie, choisir un traitement euh, ou suivre l'évolution d'un patient dans le temps. Euh, donc, on regarde plein de modalités en entrée, on en fait des modèles qui peuvent avoir plein de tâches. La différence avec la médecine pas de précision, c'est qu'on ne va pas fonctionner forcément par cohorte avec par exemple, un groupe contrôle et un groupe sur lequel on modifie quelque chose, par exemple le traitement, et on fait la moyenne pour l'ensemble des patients de chacun des groupes et on compare les moyennes. C'est comme ça que marchent la plupart des essais cliniques actuellement. Ici, ça va plutôt être d'utiliser l'ensemble des données de tous les patients dans leur individualité et de les croiser pour produire un modèle spécifique, toutes les variables d'un patient en entrée, prédiction en sortie. Ça a été surtout appliqué, et c'est ce que je vais faire, c'est ce que j'ai fait dans le stage et que je vais vous montrer en oncologie, donc dans la recherche sur le cancer, mais ça peut aussi être utilisé dans plein d'autres domaines, euh, mais là je vais me concentrer sur l'oncologie. Alors plus précisément, mon stage, ça a porté sur des patients atteints de cancer du poumon. On appelle ça le cancer du poumon non à petites cellules, non-small cell lung cancer, NSCLC. Et précisément sur des cancers du poumon stade 4. Il y a 4 stades, c'est le dernier stade. Le cancer du poumon, c'est le cancer le plus fréquent chez l'homme et le 3e le plus fréquent chez la femme. C'est un cancer c'est pas un cancer spécifiquement ultra mortel. Par contre, parmi tous les cancers, enfin parmi toutes les morts par cancer, c'est celui qui arrive en tête en France, mais aussi dans le monde. En tout, dans le monde, on a à peu près un peu moins de 2 millions de victimes par an, ce qui est quand même beaucoup. Et la cause du cancer du poumon, elle est multiple, mais en réalité, elle est principalement due au tabac, 85%. C'est du tabagisme long terme, c'est du tabagisme passif. Et bien sûr, c'est-à-dire que 85% des patients sont des fumeurs long terme, mais ça ne veut pas dire que l'ensemble des fumeurs long terme développent un cancer du poumon. En fait, quand on est non-fumeur, on a à peu près 2% de risque de développer un cancer du poumon. Ça peut être par de l'exposition à l'amiante, au radon ou par tabagisme passif. Et quand on est fumeur, on va avoir 14% de chance
au cours de sa vie, de développer un cancer du poumon pour les fumeurs long terme. Donc, comme je disais, il y a 4 stades qui définissent des niveaux de sévérité. Je ne rentre pas dans le détail de la classification. Et le stade 4, c'est le plus avancé. Donc, en fait, on a des métastases dans les 2 poumons, parfois, souvent dans d'autres organes, des tumeurs de taille assez importante. Et ça indique souvent des très mauvaises chances de survie. En fait, quand on arrive au stade 4, on a moins de 20% de chances de survie à 1 an après le diagnostic, et on n'a plus que 3% de chances de survie à 5 ans après le diagnostic. Donc, dans l'état actuel, une fois qu'on est un cancer du poumon stade 4, c'est très compliqué. Il y a les chances de récupérer à, par exemple, 10 ans sont très minces. Jusqu'à présent, c'est de la chimiothérapie qui est utilisée principalement, mais on a une piste qui est en train de se développer, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle l'immunothérapie, mais qui reste encore elle est prometteuse, mais elle reste encore à être testée, à être inclue dans des essais cliniques, à être comparée sur des cohortes importantes. Et c'est justement l'enjeu de l'essai clinique de mon stage. En fait, mon stage s'inclut dans un essai clinique très important qui en tout va récolter les données de 4000 patients à travers le monde. Cet essai clinique, il a plusieurs particularités. Le premier, c'est d'être multicentre, c'est-à-dire on va récolter les données dans plein d'hôpitaux à travers le monde. Et ça, c'est très important pour éviter certains biais qui feraient que, par exemple, tous les patients viennent du même hôpital de tel hôpital parisien, et c'est tout. Et l'ensemble de notre étude travaille sur des Parisiens, en fait. Non, là, c'est dans le monde entier. C'est multimodal, c'est-à-dire que pour chaque patient, on va récolter des données cliniques, donc comme je disais, son âge, etc., des données génomiques liées de prélèvements ADN, et des données d'imagerie, je vais revenir là-dessus plus tard, mais tirées de scanners. Le but de cet essai clinique, c'est de prédire la réponse au traitement. Donc pour ça, en fait, on va prendre 4000 patients qui ont un cancer du poumon stade 4, qui n'ont pas encore... On va faire des examens pour mesurer des variables avant qu'ils démarrent un traitement. Puis, on va leur assigner un traitement, soit de l'immunothérapie, le pembrolizumab, soit de la chimiothérapie, soit un mélange des deux. Et le but, ça va être, en regardant les données avant qu'il démarre le traitement, de prédire pour chaque patient s'il va bien répondre au traitement ou pas. Sachant que les données que je récolte, c'est pour chaque patient, ces données, on dit baseline, donc avant qu'il démarre le traitement, et ces données à la première évaluation, donc quelques mois après avoir démarré le traitement. Pour chaque patient, je sais s'il a bien répondu au traitement ou pas, mais je vais essayer d'entraîner un modèle qui ne se concentre que sur les données avant de démarrer le traitement et qui tente de prédire la réponse au traitement. Et le but de cet essai clinique en général, au-delà de mon stage, c'est d'identifier des marqueurs prédictifs, donc avant traitement, de la progression de la tumeur à la première évaluation. Et cette variable-là, c'est une variable binaire, en fait, qui s'appelle ProgEval. Il y a des critères médicaux spécifiques qui font que pour un patient, on peut dire, après quelques mois, soit la tumeur n'a pas progressé, donc c'est bien, voire elle a diminué. Donc ça, c'est des patients qu'on va classer 0. Et soit la tumeur a progressé, c'est-à-dire le traitement n'a pas l'air efficace, et là, on les classifie 1. Alors, cette approche qui consiste à utiliser les images médicales pour faire une prédiction, on appelle ça l'approche radiomix. Surtout, radiomix, ça désigne le fait qu'elle soit automatisée par rapport au fait qu'un radiologue regarde les images. C'est assez simple à comprendre. En fait, la personne passe un examen. Je vous montrerai après comment ça se déroule rapidement. On obtient une image 3D de ses poumons qu'on peut visualiser. On va notamment la segmenter. On va segmenter les poumons et on va segmenter la tumeur sur l'image. Donc on va en faire un contour manuel par un radiologue. Et ensuite, de ce contour du poumon et de ce contour de la tumeur, on va en extraire une liste de variables. Par exemple,
le niveau de gris moyen dans la zone de la tumeur. Ça, c'est une variable. Et ça, c'est un nombre, en fait. Et on peut extraire comme ça des dizaines ou des centaines de nombres, donc des variables qu'on va appeler aussi radiomix. Et à partir de ces grands tableaux de variables, on va pouvoir les pré-traiter, les mélanger à d'autres grands tableaux de variables comme ça, tirés des données génomiques par exemple, ou cliniques. Et pour l'ensemble de ces variables par patient, on va pouvoir faire un modèle qui fait une prédiction, donc ici de Progheval 1 ou 0. Les limitations de cette approche, c'est que la segmentation, l'étape de segmentation ici manuelle par un radiologue, elle est très coûteuse. En temps, il faut payer un radiologue qui va prendre du temps de découper à la main chaque poumon, chaque tumeur, chaque métastase. En plus de l'imprécision qu'on peut avoir, puisque deux radiologues vont pas découper exactement pareil chaque tumeur, chaque métastase. Le deuxième inconvénient, c'est que en dehors de la segmentation, on perd toute information. Donc, si le radiologue a dessiné le contour d'une grosse tumeur, on va se concentrer après sur les radiomix, donc des calculs qui se font sur les pixels à l'intérieur de la tumeur, et tout ce qui se passe en dehors, même s'il y a des gros objets évidents qui seraient très importants, on n'utilise pas cette information. En fait, on se contente de la liste de variables qu'on a extraites. Et le troisième inconvénient de cette méthode, c'est que la distribution spatiale de l'information n'est pas gardée. Ce que je veux dire par là, c'est que si un patient se retrouve avec plein de petites métastases et qu'on veut calculer donc des métastases, c'est plein de sous-petites tumeurs qui peuvent être dispersées dans le poumon. Si on veut calculer l'intensité, le niveau de gris moyen de cette métastase, on va simplement moyenner l'ensemble des zones qui ont été segmentées et obtenir un chiffre. Et à partir de ce chiffre, on n'est plus capable de dire est-ce qu'il y avait plein de tumeurs en haut, au milieu, est-ce qu'elles étaient très éloignées les unes des autres. On a perdu cette information. Et le but de mon stage, en contraste avec cette méthode, on va dire, qui est prometteuse, mais qui est en fait déjà une sorte de méthode un peu à l'ancienne, traditionnelle, ça va être de proposer une méthode alternative qui se passe complètement de la segmentation et de l'extraction de features en prenant toute l'image 3D en entrée qu'on va fournir à un réseau de neurones, un réseau de neurones multimodal qui va aussi prendre les autres modalités en entrée et qui va tenter de directement prédire Progheval, donc la progression de la tumeur d'un patient à la première évaluation. Donc les étapes pour réaliser ce projet, ça a été d'abord de préparer les données cliniques et les données d'imagerie. Il y a eu un gros travail d'aller récupérer les différentes bases de données des différents hôpitaux, de les pré-traiter, de vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur, d'en créer des tableaux qui soient bien manipulables informatiquement, etc. La seconde étape, ça a été de chercher à créer le bon réseau de neurones, un réseau de neurones adapté pour entrer des images 3D en entrée, mais aussi des approches multimodales. Et ensuite, bien sûr, pour entraîner ce réseau de neurones, il a fallu définir un protocole d'entraînement précis et une méthode d'évaluation, des métriques, des façons de dire est-ce que mon modèle marche ou pas selon quels critères. Voilà, donc ça c'est l'objectif du stage et c'est ce que je vais vous présenter. Juste avant, quand je parle d'images médicales, en fait je parle d'images tirées de scanners du poumon, donc des scanners thoraciques. Je ne vais pas vous faire la présentation exacte de comment fonctionne un scanner, ça sera peut-être pour une prochaine fois, puisque ça fait partie de la suite de mon travail. Mais en bref, le patient s'allonge sur une table qui va avancer au sein d'un grand anneau en rotation, sur lequel se trouve d'un côté une source de rayons X, qui émet des rayons X qui vont passer au travers du patient, et de l'autre côté, une rangée de détecteurs qui vont en fait récupérer les rayons X restants en sortie du patient. Et les rayons X ont la particularité d'être plus ou moins absorbés selon la densité des tissus qui vont traverser. Donc par exemple, les os vont quasiment entièrement stopper les rayons X, alors que du gras ou de l'eau à l'intérieur du corps, pas du tout. Enfin très peu. Et en faisant la différence entre ce qu'on a émis et ce qu'on reçoit en sortie, et en faisant cela pour plein d'angles et pour plein de coupes au travers du patient, on est capable de reconstituer une image 3D, donc sous forme de plein d'images 2D, en fait, tout simplement, sous forme de petits voxels, donc c'est comme un pixel mais en 3D,
en noir et blanc de l'intérieur de votre corps. Donc c'est quand même assez fascinant comme technologie. Ça a été développé à partir des années 70. Et pour chaque valeur de niveau de gris, en fait, on a associé une certaine... Enfin, on a une unité qui s'appelle le Hounsfield. Et pour chaque valeur, on a un certain type de tissu. Donc le poumon va se trouver là, le gras, les tissus mous, les muscles, les os, etc. Donc les données que j'avais à ma disposition et que j'ai utilisées pour ce projet, c'est les données tirées de 162 patients de cet essai clinique, puisqu'on est en train de... L'essai clinique est en cours, donc c'est les données qu'on a à disposition. Ils sont tous cancer du poumon non à petites cellules, stade 4, et pour chacun d'entre eux, je dispose de leur scanner 3D des poumons avant qu'ils démarrent le traitement, donc le scanner baseline, et de tout un tas de variables cliniques avant traitement. Mais ces deux types de données ont plusieurs limitations. C'était assez galère et c'est ça, le pré-traitement, cette partie-là a servi à régler ces soucis. Tout d'abord, pour les images, j'avais plusieurs temps d'injection. Pour faire simple, pendant l'examen, on vous injecte un produit de contraste en intraveineuse qui va faire briller certaines zones qu'on veut voir affichées sur l'examen. Et selon le moment auquel on vous injecte le produit, ça va faire briller différentes parties de votre corps. Et c'est ce qu'on appelle le temps d'injection. Donc là, j'avais des examens qui ne brillaient pas tous au même endroit selon les patients. Ensuite, j'avais plusieurs résolutions. Donc en fait, tout simplement, le nombre de pixels, de voxels sur les 3 dimensions variait d'un patient à un autre. Donc j'avais des patients en HD et d'autres pas en HD. Et enfin, j'avais plusieurs fenêtrages, c'est-à-dire que pour certains, j'avais des examens qui allaient de la tête aux pieds, tandis que pour d'autres, j'avais un truc croppé, rogné sur le poumon. Et tout ça, ça fait que mes données en entrée, j'ai dû d'abord les nettoyer, les harmoniser, pour qu'elles fassent tous une même taille, une même résolution, et qu'elles soient le plus propres possible en termes d'intensité. Et du côté des variables cliniques, en fait, selon les patients, selon les hôpitaux, on peut avoir plein de valeurs manquantes, c'est-à-dire que c'est plein de variables potentielles qu'on a sur le patient, mais elles ne sont pas complètes pour tous les patients, voire même aucun patient n'est complété entièrement, quasiment. Et ensuite, on a différents niveaux de granularité. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, pour un certain hôpital, ils vont peut-être indiquer si les gens sont fumeurs ou pas fumeurs, tandis que pour un autre, ils vont indiquer jamais fumé, ancien fumeur, petit fumeur actuel et grand fumeur. Pour certains, ils vont indiquer le nombre de paquets fumés par an, ce genre de choses. Donc en fait, pour une même variable, on va avoir différents niveaux de granularité, et ça, pareil, j'ai dû l'harmoniser. Et comme il y avait plein de valeurs manquantes, on pouvait faire de la complétion, mais ça devenait un peu compliqué. Donc pour rester au plus simple, j'ai choisi de sélectionner 5 variables dans le tas qui sont complètes pour tous les patients. Et ces variables, c'est le sexe. Donc là, on reste sur mâle ou femelle. On est sur le statut tabagique, où j'ai gardé non-fumeur, ancien fumeur, fumeur actuel. La cohorte, le bras de traitement, donc en fait, est-ce qu'ils sont dans le traitement par immunothérapie, chimiothérapie ou les deux. Leur âge, le nombre de sites métastatiques, donc le nombre de métastases en fait, en plus de la tumeur principale. Et évidemment, ce que je cherche à prédire, c'est-à-dire la variable progéval. Est-ce que la tumeur a progressé à la première évaluation? Cette variable-là, c'est ma variable cible. Je vais surtout pas la fournir en entrée à mon modèle, puisqu'il doit la deviner. Mais par contre, j'ai besoin de la mettre à disposition pour m'en servir, pour comparer entre la sortie de mon modèle et la bonne réponse. Maintenant, je vais vous présenter le modèle que j'ai utilisé pour traiter les images d'entrée, les variables cliniques en entrée, puis mon approche multimodale. Alors pour les images, j'ai utilisé un réseau de neurones dit convolutionnel. L'idée, c'est des réseaux de neurones qui sont vraiment très adaptés pour classifier des images, qui vont faire des convolutions, donc des filtres qui vont parcourir l'image dans toutes les directions et essayer d'en détecter des contours, des formes, des contrastes qui soient d'intérêt pour le modèle.
Et mon architecture finale, pour ceux qui s'y connaissent un peu et qui veulent les détails, c'est un modèle 3D en entrée d'un réseau de neurones résiduel, ResNet, qui fait 10 couches, et en tout, il fait 14 millions de paramètres. Alors ça peut paraître énorme, par rapport à des tout petits modèles de machine learning, c'est beaucoup, par rapport à des immenses modèles qui se font chez Google ou Facebook, c'est vraiment pas grand-chose. Les détails de l'entraînement, en fait, l'idée, le but, c'est d'entraîner mon modèle par essai-erreur. Au début, j'ai un modèle qui me donne des réponses complètement aléatoires selon l'image que je lui montre en entrée, et qui va me sortir des fois, oui, le patient, la tumeur va progresser, des fois, non, la tumeur va pas progresser, mais complètement au hasard. Et par essai-erreur, à force de lui montrer, puis en lui donnant la bonne réponse, de corriger, de lui demander de se corriger, de corriger les poids mathématiques de son modèle, on va essayer de faire que le modèle apprenne et s'affine pour prendre en considération les petites zones d'intérêt dans l'image en entrée. Pour ça, évidemment, je ne peux pas lui donner toutes les données que j'ai à disposition. Sinon, à force de lui montrer par essai-erreur les données d'entraînement, il pourrait apprendre sans savoir ce que veut dire l'image, mais juste en reconnaissant quelle image on est en train de lui montrer. Ah oui, cette image, c'était une progression, cette image, c'était pas une progression, mais sans généralisation. Juste, en fait, comme quelqu'un qui apprendrait par essai-erreur à reconnaître les chats des chiens parce qu'il reconnaît la photo et pas parce qu'il reconnaît un chien sur la photo. Donc pour ça, il va falloir me distinguer mes données en test et en entraînement. Donc je vais garder à chaque fois une partie de mes données en test et je vais garder à chaque fois dedans la même proportion de patients dont la tumeur progresse et de patients dont la tumeur ne progresse pas. C'est ce qu'on appelle une cross-validation stratifiée. Et en fait, à chaque fois, je vais pouvoir entraîner mon modèle sur la plupart des données qui vont servir de données d'entraînement et le tester sur les données de test. Mais pour éviter de surapprendre, de la même façon que je parlais de surapprentissage sur les données d'entraînement, de surapprendre les données de test, je vais en fait entraîner plein de fois la même architecture, mais avec des données différentes. À chaque fois, je vais prendre une certaine partie, donc là 80% en entraînement, et une certaine partie, 20% en test. Et à chaque fois, je vais faire tourner quelles sont les données en test. Comme ça, mon modèle, à chaque fois, ne regarde pas les données de test, s'entraîne sur d'autres données, mais il ne s'entraîne pas sur des données spécifiques de test, puisqu'après, je peux évaluer ses performances en moyennant les résultats par expérience, ici. Pour valider si mon modèle fait une erreur ou pas, en fait, c'est vraiment simple. L'idée, c'est simplement de regarder quel est son pourcentage de bonnes réponses au test. Et pour une réponse donnée, il ne me fournit pas simplement 1 ou 0, en fait, il me fournit sa confiance dans sa réponse, entre 0 et 100%, et son erreur, c'est simplement l'écart entre sa confiance et la bonne réponse. S'il m'a dit « je pense que ce patient a 80% de chances de progresser » et qu'il progresse, son erreur, c'est 20%. Donc c'est ce qu'on appelle j'utilise la binary cross-entropy, ce qui est à peu près l'équivalent de ce que je viens d'expliquer. Et j'utilise aussi ce qu'on appelle de l'early stopping, c'est-à-dire que je vais entraîner mon modèle, et quand je vois que les performances arrêtent de progresser sur la partie entraînement, enfin plus précisément sur la partie validation, alors on va arrêter l'entraînement. Et donc du coup, pour l'évaluation sur le test, c'est pareil, on va simplement regarder sa performance, donc son nombre de bonnes réponses au test, mais comme les classes sont légèrement déséquilibrées, il faut aussi que je regarde d'autres modes de mesure. J'utilise aussi l'AUC, l'Area Under the Curve de la courbe ROC. Je ne rentre pas dans les détails de ce que c'est, mais pour ceux qui veulent les détails comme ça, vous les avez. Et on pourra éventuellement revenir dessus pendant les questions. Pour les données cliniques, c'est beaucoup plus simple. Je vais simplement prendre mes 5 variables en entrée et entraîner, pareil, par essai-erreur, un réseau qui constitue juste une couche de réseau, de neurones, qui à chaque fois ont un coefficient. Et en fait, ça consiste simplement à faire des multiplications entre les nombres que j'ai dans mon tableau en entrée, les poids de mon modèle et la sortie. Et par combinaison des poids de mon modèle, je peux obtenir une certaine prédiction par essai-erreur. J'ai testé plein de petites architectures de réseaux denses. En fait, j'ai fait une grid search de la forme que pourrait avoir ce réseau de neurones. Et mon architecture finale, c'est simplement 16 neurones, une seule couche,
qui fait 113 paramètres. Et en fait, j'entraîne ça avec la même procédure d'entraînement et d'évaluation qu'avant. Donc là, rien ne change. Et si on réunit tout ça, ça me donne un modèle multimodal qui prend en entrée une image qui, une fois, donc mon image 3D, qui une fois traitée, va faire 128 par 128 par 128, et mes 5 variables cliniques, et va traiter séparément les 5 variables cliniques par ma couche de 16 neurones, et mon image par mon ResNet, donc par mon réseau de neurones convolutionnel. Et chacune de ces modalités va être traitée séparément, va produire ces variables d'intérêt. L'idée, c'est que pour les variables d'intérêt traitées ici, il va regarder les 5 variables et se dire, OK, j'aimerais bien garder celle-là telle quelle, mélanger celle-là et celle-là, en gros, transformer ces variables-là en variables intéressantes. Et dans l'image, il va tenter d'extraire les fameuses features radiomix, donc en fait les variables d'intérêt, le contraste, les effets de bord, les endroits qui brillent, la faible luminosité de l'image, ce genre de choses, détecter les tumeurs, les métastases, et en extraire simplement 16 nombres qui sont censés représenter l'image sous une forme beaucoup plus simplifiée. Et à partir de cet ensemble de variables d'intérêt, je vais à nouveau faire passer, donc juste les assembler, les concaténer, et faire passer ça dans 16 nouveaux neurones, une couche, qui, elle, doit tenter de prédire la variable progéval, donc est-ce que la tumeur a progressé, oui ou non. Donc c'est ce qu'on appelle une approche de fusion tardive, c'est-à-dire qu'au lieu de réunir toutes mes variables d'un coup et de filer ça à un seul gros réseau, j'ai choisi de traiter chaque variable séparément, puis de réunir leurs variables d'intérêt, leur dernière carte de feature, et de faire traiter ça par un modèle multimodal final. Et j'entraîne ce réseau avec la même procédure d'entraînement et les mêmes méthodes d'évaluation qu'avant. Les résultats, je ne vais pas vous les détailler un par un. Je vous ai mis à chaque fois la précision, donc l'accuracy, la performance en accuracy que j'ai obtenue en train, donc pendant l'entraînement et pendant le test. Et l'AUC, c'est l'autre métrique dont je vous parlais. Pour ceux qui veulent les détails, elle est là aussi. Ce qu'il faut retenir de ces résultats, c'est que tous les modèles que j'ai développés, qu'ils soient basés sur l'image, basés sur les variables cliniques ou multimodales, font mieux que le hasard, qui serait de 50%. Et ça, c'est rassurant. L'approche multimodale, on peut constater, donc cette ligne-là, qu'elle fait mieux que chacune de ces modalités séparées. C'est-à-dire que le multimodal, pour l'entraînement comme pour le test, mais surtout pour le test, fait mieux que les cliniques seules et fait mieux que l'image toute seule en entrée. Et ça aussi, c'est rassurant puisque c'est ce qu'on s'attendrait à voir d'une approche multimodale intéressante qui marche. Il faut savoir que sur d'autres patients, il y avait déjà une étude radiomix sur des patients cancer du poumon stade 4 pour essayer de prédire la progression de la tumeur à la première évaluation qui avait été faite avec la méthode à l'ancienne que j'ai présentée, la méthode traditionnelle. Elle obtient des performances meilleures que nous, surtout sur l'AUC, mais la comparaison est vachement limitée. Déjà, c'est pas les mêmes patients, ils en ont moins, mais c'est des patients différents. Ensuite, ils n'ont pas du tout le même nombre de variables cliniques. Nous, on en a utilisé 5 qui sont complètes. Eux, ils en ont utilisé plus de 30 avec de la complétion de données manquantes. Et ensuite, c'est pas le même protocole d'évaluation. C'est-à-dire que eux, ils utilisent à chaque fois, ils ont fait une cross-validation cas par cas, en prenant à chaque fois un patient dont la tumeur avait progressé et un patient dont la tumeur n'avait pas progressé. Et en fait, ça a tendance à accroître la précision du modèle puisqu'ils avaient plus de données à disposition. Mais par contre, nous, on avait plus de patients. Donc, il y a beaucoup de choses qui rendent les deux résultats pas juste comparables en précision ou en AUC. Et oui, je reviendrai sur des choses qui pourraient vous étonner, Weasel, au moment des questions. Donc ça, c'était mon stage. Et après ma soutenance, et éventuellement pour la suite, si j'y reviens un jour, ou si quelqu'un prend le relais, il y avait plusieurs axes de développement possibles. Le premier, c'est d'essayer d'ajouter de l'interprétabilité avec des algorithmes comme GradCam, pour ceux qui connaissent,
L'idée, c'est de ne pas se contenter de la sortie du modèle comme étant est-ce que la tumeur va progresser ou pas pour ce patient, oui ou non, ou alors une confiance entre 0 et 100%, mais de lui demander, d'essayer d'avoir un algorithme qui analyse comment le modèle a pris sa décision. S'il nous dit que tel patient a 80% de chance de voir sa tumeur progresser, on peut lui demander, ok, qu'est-ce que tu as vu dans l'image, quels pixels ont été intéressants pour que tu prennes ta décision. Et c'est ce que sert à faire GradCam. Donc vous voyez ici, par exemple, c'était une étude pour le Covid. On a une coupe du poumon. Donc ici, vous avez les deux poumons. Et ici, vous voyez que vous avez une espèce de tache blanche qui est caractéristique de Covid, de complications Covid. Et l'algorithme qui permettait de prédire si le patient avait une complication Covid nous montrait que la zone d'intérêt qui lui a permis de prendre sa décision, elle se situe ici, et en fait on voit que c'est la tache claire. Donc c'est intéressant parce que ça nous montre que le modèle se base sur des éléments que à l'œil humain on peut remarquer, mais ça permettrait aussi de découvrir qu'il regarde une petite zone qu'on n'avait pas du tout remarquée et qui est un endroit d'intérêt pour le diagnostic de telle ou telle maladie. Le deuxième axe de développement, ça serait de simplement en fait tester plein d'autres architectures, plein d'autres optimisations de paramètres, en gros de bidouiller quoi, de relancer plein d'entraînements, plein d'expériences et de voir si on peut obtenir des meilleurs résultats. Le troisième axe de développement, ça serait un peu compliqué. Enfin, c'est un peu compliqué d'expliquer ça rapidement. Ça serait de faire de l'apprentissage auto-supervisé, c'est-à-dire de garder l'architecture du modèle que je vous ai présenté et de l'entraîner à faire une première tâche sur d'autres données. Par exemple, en gros, apprendre à d'abord lire une image médicale sans spécialement prédire si la tumeur va progresser ou pas, pour ensuite le mettre sur le dataset, le jeu de données de mes patients cancer du poumon stade 4, et lui demander cette fois-ci de prédire la tumeur. Et en fait, cette première tâche qu'on dit prétexte sur d'autres données lui servirait à d'abord calibrer ses poids pour déjà savoir lire un petit peu une image médicale, et plus précisément un scanner du poumon. Et enfin, il y avait tout un enjeu autour du fait que, ok, là j'ai utilisé 5 variables cliniques qui sont complètes, mais on pourrait en utiliser beaucoup plus, comme l'étude précédente, en utilisant de la complétion de données manquantes. Pour ce patient-là, on a toutes les données sauf l'âge. Peut-être qu'au lieu d'enlever ce patient, ou de ne pas pouvoir utiliser les variables, on va pouvoir supposer son âge, avec l'âge moyen de la cohorte, ou l'âge moyen des patients qui lui ressemblent dans la cohorte. Bien sûr, on ne connaît pas son âge réel, donc c'est sûrement approximatif, mais ça permet au total d'ajouter toutes les variables de ce patient, et ça ajoute beaucoup plus de bruit, ça ajoute beaucoup plus d'informations que ça n'ajoute de bruit. Donc ça, je l'ai un petit peu fait après ma soutenance vers la toute fin de mon stage, et ça donnait des résultats plutôt prometteurs, mais j'ai pas forcément eu le temps d'aller très loin là-dedans. Et voilà, j'ai fini. En conclusion, le cancer du poumon, vous avez compris, c'est vraiment très nul. Et le principal facteur sur lequel on peut agir, c'est de lutter contre le tabagisme. Je rappelle que novembre, c'est le mois sans tabac. Donc tout ce qui est campagne contre le tabagisme, tout ce qui peut réduire la consommation de tabac, ça va réduire le nombre de cancers du poumon bien plus qu'en fait que les nouveaux traitements, quelque part. L'imagerie médicale, j'espère qu'avec cette petite aperçu, vous vous êtes rendu compte que c'était vraiment génial, parce que je pense qu'on n'y pense pas suffisamment souvent, mais le fait qu'on puisse voir à l'intérieur de notre corps en 15 minutes, un scanner comme ça dure 15 minutes, et qu'on puisse en déduire des informations, des diagnostics, l'évolution de nos maladies, sans nous ouvrir le ventre à chaque fois qu'on veut vérifier, c'est vraiment génial. Et l'immunothérapie, c'est une thérapie qui semble prometteuse, que vous devez garder en tête. Il y a une vidéo de Sciences Étonnantes sur le cancer qui en parle un petit peu aussi. Mais ça nécessite encore des études cliniques, et ça devra sûrement, ça prendra sûrement de l'ampleur dans le traitement du cancer à l'avenir. Mon stage, du coup, c'était vraiment trop cool. J'ai vraiment appris beaucoup de choses. Et j'ai fait aussi d'autres projets. Ici, j'avais commencé par faire un truc qui, en prenant une image en entrée, doit segmenter les os sur cette image avec un modèle qu'on appelle un UNet. Je rentre pas dans le détail, mais voilà, c'était super intéressant aussi d'apprendre à faire de la segmentation d'images médicales.
Et ici, c'était un modèle de classification, un autre modèle que le ResNet. Ici, c'est un VGG qui devait analyser des tumeurs cérébrales et essayer de prédire si un petit bout de l'image qu'on lui montrait contenait ou pas de la tumeur. Et suite à ce stage, en fait, là maintenant, ce que je fais depuis le début du mois, c'est que je poursuis par une thèse en IA médicale sur la robustesse de ces modèles. Donc à quel point ces modèles sont fiables quand un modèle comme ça nous dit ce patient a 60% de chance de voir sa tumeur progresser. Qu'est-ce qu'il veut dire ce 60%? Est-ce que c'est parce qu'il est pas sûr en fonction des données? Est-ce que c'est parce que c'est un modèle qui sait pas trop prédire à partir des données alors qu'il pourrait nous dire 100%? Est-ce que on peut faire un petit intervalle de confiance autour de ce 60%? Ce genre de choses en fait. Est-ce que si la résolution de l'image en entrée est mauvaise, s'il y a des données qui sont manquantes, dans quelle mesure ça impacte la confiance qu'on peut avoir avec la prédiction que nous donne le modèle? C'est sur ça que je vais travailler et j'aurai sûrement l'occasion dans les mois qui suivent de vous faire, si ça vous intéresse, des events ou un event déjà sur ce que j'entends par là dans ma thèse, quand j'aurai un peu mieux défini tout ça. Et c'est tout pour moi, voilà. La présentation est terminée et maintenant, je vous propose qu'on passe à une partie plutôt discussion. D'abord, en priorité, les questions directes sur la présentation, s'il y a des choses que vous avez mal compris, ou je peux réexpliquer, détailler, ou si vous avez des questions un peu techniques pour ceux qui s'y connaissent et qui sont insatisfaits de la vulgarisation. Et ensuite, on peut enchaîner sur si vous avez plein de questions ou de discussions, d'opinions sur la médecine de précision, sur le cancer, le traitement du cancer du poumon, sur l'IA médicale, ce genre de choses. Ce sera avec grand plaisir. Écoute, Weasel, au niveau de l'enregistrement, comme tu le sens, je pense qu'on peut s'arrêter là peut-être.